tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui sera un récapitulatif de l'année 2023. Et on va commencer par les flops de cette année. Bon, je suis un petit peu en retard, je sais. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on fait ce qu'on peut les gars, on fait ce qu'on peut, voilà. Donc on va commencer tout de suite ce top, qui ne sera pas cette fois un top 5, mais bien un top 10. Voilà, on commence tout de suite avec le numéro 10, c'est parti. Voilà, on commence ce top 10 avec Creed 3. Grosse déception, on en a déjà parlé, Grosse déception, pas de Sylvester Stallone, Michael B. Jordan à la réal, qui nous a mis des influences manga dans une saga réaliste qui est réaliste depuis 40 ans. Donc ça marche pas. Il y a des symboliques qui sont beaucoup trop explicites à l'écran. On en a parlé avec cette cage qui se renferme sur le ring avec cette espèce de nuage de fumée noire et tout. Alors ça tape bien visuellement, mais dans un Rocky ça n'a rien à foutre là. Là où Steven Caple Jr. dans Creed 2 a été beaucoup plus intelligent, c'est que pour symboliser la cage, tout en ancrant ça dans la réalité, il a joué avec les lumières. Il y a des spots de lumière, des raies de lumière qui se referment sur le ring, et ça fait un effet de cage avec deux bêtes dans l'arène. Voilà, c'est implémenté dans le monde de Creed, ça fait partie de la diégèse du film, et c'est pas un truc fantasmagorique, voilà. Donc, il n'y a jamais rien eu de fantasmagorique dans les Rocky et dans les Creed. Qu'est-ce que ça vient foutre là ? Ça prouve que tu n'as pas compris ce que tu fais. Voilà, donc, l'histoire, en plus, c'est une ressucée de Rocky 3. Ce mec qui déboule de nulle part, Bianca qui passe au second plan alors qu'elle a toujours été ultra importante à l'intrigue, pas de Rocky, Michael B. Jordan qui raconte plus ou moins sa vie avec son pote, et au final son pote, on sait ce qu'il est devenu. Voilà, donc c'est dommage, il était en pleine ascension, Majors, là, et puis là, il a été accusé de quoi ? D'avoir violenté sa copine et de l'avoir influencé mentalement pendant des mois et des mois. Enfin bon bref, le mec il s'est fait virer de Marvel, il a foutu la merde chez Marvel Studios parce que c'était lui le prochain grand méchant, mais en même temps j'ai envie de dire quand on voit le prochain grand méchant dans Ant-Man, on va peut-être en reparler d'Ant-Man et dans tout le reste, Loki, tout ça machin. Enfin Loki, je suis mauvaise langue, je l'ai pas regardé. Mais bon, voilà, comme c'est un top 10, on va essayer d'aller plus vite que l'année dernière. Donc voilà, Creed 3, pour moi c'est le numéro 10, c'est pas le plus pourri que j'ai vu cette année, mais il méritait d'être dans le top parce que en soi, c'est un bon film, mais c'est un très mauvais Rocky. Je l'ai dit dans ma critique, c'est un très mauvais Rocky. Ça s'appelle Creed, mais c'est la saga Rocky, donc il y a des codes à respecter, il y a des choses à respecter, elles n'y sont pas. Voilà, donc c'est pas un bon Rocky, mais c'est un film qui se regarde, donc bon, c'est pas catastrophique, mais c'est en top 10 et c'est à la 10e place. Voilà. Il y a bien pire après. Voilà, bon, on enchaîne avec le numéro 9. Et ce numéro 9, je vous le donne en mille, c'est Oppenheimer. Alors Oppenheimer, c'est 3 heures de gens qui marchent dans des couloirs sur de la musique épique et qui parlent de trucs dont on n'a rien à foutre. Alors il y a des trucs sympas que j'ai omis dans ma critique, parce que bon, j'étais tellement gonflé et saoulé que ça a été dur de survivre au film. Mais effectivement, il y a quelques symboliques qui sont sympas, ne serait-ce que quand il est en train de témoigner sur sa maîtresse et que au final on le voit discuter avec Florence Pugh et qu'en fait il est nu, et elle aussi, parce que du coup il se met à nu, et quand il raconte qu'il avait qu'il trompait sa femme est dans la pièce, elle l'entend. Effectivement, t'as toute une scène où en fait tu le vois faire l'amour avec le personnage de Florence Pugh, je sais plus comment elle s'appelle, mais sauf qu'ils sont dans la pièce en plein interrogatoire, avec la femme à côté qui regarde, tu vois Cillian Murphy et Florence Pugh qui se la donnent, et tu vois tous les mecs qui sont là genre comme ça, qui l'interrogent. Donc au niveau de la métaphore, ça marche bien. Là, il est vraiment à nu, et il a vraiment honte de ce qu'il a fait, avec le regard de sa femme derrière lui. Il revit vraiment la scène avec tous les regards qui le jugent, quoi. Donc il y a des trucs qui sont bien comme ça, tu vois. Mais bon, l'explosion atomique qui te vendent pendant 2h30... Alors,
On sait que Nolan il veut pas utiliser de CGI, ou du moins le moins possible, et du coup l'explosion nucléaire qu'il a recréée, bah, c'est une vraie explosion. Alors c'est pas une vraie explosion nucléaire, mais c'est une vraie explosion. Et donc du coup bah, c'est pour ça que ça fait un pet fouf quoi. ou un pet tout court on va dire. Mais c'est un truc genre voilà, ça a pas la gueule d'une explosion nucléaire, et ça n'a pas de panache, ça a pas ce souffle épique, et ouais voilà. Et tout le monde, il y a beaucoup de gens qui se masturbent un peu sur la scène où justement il fait son discours, et où tu vois que en fait son public, il n'y a plus de son, et tu vois qu'en fait les visages ils se déchirent à cause des effets de la radiation que lui a dans sa tête, qui se dit il est en train de faire son discours de victoire, et en fait tout le monde l'acclame et il pense aux victimes. Encore une fois, Nolan ne veut pas de CGI, donc en fait il a fait des espèces d'effets de latex dégueulasses qui sont vraiment très laids, je suis désolé, c'est vraiment super laid. Des gens qui se baladent dans un couloir sur une musique épique, ça rend pas le truc épique, je suis désolé. La musique est bien, franchement la musique est bien. Je l'ai dit dans ma critique, c'est un des seuls trucs qui m'a permis de raccrocher au film, pardon. Mais en soi, c'est des gens qui parlent pendant 3 heures, quoi. Et du coup, l'autre là, Lévi-Strauss, là, le mec qui fait les jeans, non, c'est pas lui. Louis Strauss. Ça m'a fait rire, je suis désolé, moi ça me fait penser à Lévi-Strauss. Et donc le personnage incarné par Robert Downey Jr. T'es sérieux, tu lui en veux pour ça, quoi. Parce qu'il a parlé avec Einstein et t'étais pas dans la conversation, et du coup, comme t'as un ego surdimensionné, tu crois qu'il parle de toi, et donc tu mets en place une vendetta sur 10 ans pour discréditer le mec, quoi, aussi. Lâche l'affaire, c'est complètement con, enfin, je sais pas, bref. Cillian Murphy, il a beau être excellent, là, dans ce film, je suis désolé, il est inexpressif, il a pas de charisme, alors que c'est Cillian Murphy, quoi, merde. Même dans ses caméos dans Batman, et on le voit 30 secondes, il a plus de charisme que là. Donc, ouais, voilà. Non, franchement nul. Moi ça m'a fait chier, donc c'est en 9ème place parce qu'il y a quand même une bonne bande son, et il y a quand même des effets de réal quand même qui sont à noter. On l'a noté dans la critique, on les a pas tous notés, mais j'en rajoute un petit peu là. Donc oui, il y a des bons trucs dans Oppenheimer, évidemment qu'il y a des bons trucs. Mais je me suis fait chier, je le reverrai jamais, quoi. Mais jamais. Donc voilà. On passe au numéro 8. Donc 8ème place, Fast X. Hein. Là, on commence à attaquer le nul, vraiment, parce que Oppenheimer et Creed, il y avait des efforts quand même. Là, il y en a plus. Là, on commence à... Il y a une scène qui est bien éclairée. Voilà, c'est tout. En termes de réal, c'est tout ce qu'on a. Et il y a... attends, c'est quoi? Une demi-bonnette qui est utilisée pour rien. Donc, tu dis, mais Louis, qu'est-ce qui t'arrive, Louis Leterrier? Pourquoi tu mets une demi-bonnette? Ça sert à rien. Ça n'a aucun sens. Bon, bref. Je vous renvoie à ma critique. C'est nul, l'antagoniste il pue la merde, du coup bah il y a des rumeurs en plus, parce que ça devait être un diptyque, maintenant ça serait une trilogie. What? Non, j'en veux pas. On n'en veut pas, non. Mais bon, on verra bien ce qu'il nous propose, Dom et toute sa famille. Là. Donc ils ont été dans la banquise, ils ont été dans l'espace, maintenant, à bientôt sur Jupiton, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être, au-delà du système solaire, ça va peut-être être la première voiture dans un trou noir, on ne sait pas. Ils vont ressortir dans une autre galaxie peut-être, un mix avec Interstellar. Il y a un projet avec Jurassic Park. Mais what? Bon bref. Donc voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Je crois que j'ai fait une critique de 45 minutes où je liste à peu près tout ce qui va pas, donc je vous y renvoie. Mais Fast X, c'était nul à chier, quoi. C'était nul à chier. Voilà, donc on passe au numéro 7. Ce bon vieil Indiana Jones, et ce bon vieil Indiana Jones, c'est pas pour rien, parce qu'effectivement, il a 108 ans maintenant. Donc Indiana Jones 5. Aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas spécialement divertissant. C'est même triste de voir Harrison Ford dans son rôle d'Indy, parce que Harrison Ford vieux, c'est pas grave, mais Harrison Ford qui joue Indiana Jones vieux et qui peut plus rien faire, du coup on lui met un sidekick féminin pour surfer sur la vague actuelle et ouvrir la franchise à peut-être la suite des aventures, mais de la nana. Ouais, et puis avoir tué son fils Shia LaBeouf hors écran, off-screen,
Ok, d'accord, c'était censé être lui la relève, donc recaste un autre acteur à la limite. Enfin, je sais pas. C'est un truc qui m'énerve ça maintenant, c'est que on sait plus dissocier l'acteur de son rôle. Et je veux dire, le destin d'un personnage n'est pas lié à celui de l'acteur, enfin. Depuis combien de temps on caste des James Bond différents? C'est pas parce que Sean Connery il est devenu vieux qu'on a arrêté de faire des James Bond. Ça n'a aucun sens. Donc, voilà, je sais pas, Black Panther, oui, Chadwick Boseman il est mort. Et il y a plein d'autres acteurs black qui sont hyper talentueux, qui attendent que ça, que de devenir un symbole. Donc, pourquoi on doit tuer Black Panther parce que l'acteur est mort? Ça n'a pas vraiment de sens, tu vois, enfin... Il y a plein de trucs comme ça. Dans les années 80-90, combien de personnages ont changé de tête et ça a jamais dérangé personne? Voilà, donc je veux dire, pourquoi maintenant on est focalisé là-dessus, quoi? Pourquoi pareil, dans The Mandalorian, tu fais revenir Luke Skywalker. Pourquoi tu lui fais un deepfake dégueulasse? Prends Sebastian Stan, là, tu le mets en blond, tu lui mets une coupe au bol, et puis voilà, c'est bon, ça passe nickel. Le mec s'est aligné 2 phrases, voilà, il joue bien... Il a à peu près l'âge qui correspond. Allez, en voiture Simone, allez, voilà. Bon, bref. Voilà, il y avait des rumeurs comme quoi on allait avoir un reboot avec peut-être Chris Pratt en nouvelle Indiana Jones. Non, ils sont repartis sur le vieux. Laissez Indiana Jones tranquille, voilà, on s'était arrêté au 4, c'était bien. Oui, c'était bien, moi j'ai bien aimé. C'était pas un chef-d'œuvre, mais ça va, ça passait. Contrairement à ça, c'est nul à chier, quoi. Donc laissez les franchises mourir des années 80, passer à autre chose, bordel, on veut du neuf. Moi j'en ai marre de voir des suites, de reboots, de suites, là j'en peux plus. Faites-moi du neuf, arrêtez de jouer sur la corde nostalgique. Bref, donc voilà, y a rien de spécial dans ce film, c'est juste de la déception, c'est juste de la tristesse, et c'est du surf sur une mouvance qui me plaît pas, donc c'est à la limite de ça surfe sur le bout de la vague, mais c'est à la limite de faire un rouleau, et ça s'en sort à peu près bien, parce que la fin, ils ont pas été jusqu'où ils voulaient aller, je pense. Donc voilà, on accélère, parce que hein, on passe au suivant. Expendables 4. Donc, encore une fois, alors là on est vraiment dans le très mauvais. Fond vert dégueulasse, histoire nulle à chier, scène de combat nulle, la baston finale ils ont eu 1 jour pour la préparer, donc qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent les mecs? T'as beau avoir Jason Statham et Iko Uwais, en une journée tu peux pas faire grand chose, y a quasiment pas Sly, le retour de situation final tu le vois arriver mais à 2 km parce que, ouais, oh Barney il est mort, ouais mais il est mort off screen donc c'est à dire qu'il va le revenir à la fin, et Andy Garcia en méchant principal au secours quoi, non je suis désolé. Je suis désolé, non, tu vas pas me faire croire qu'Andy Garcia c'est un Expendables. Ils ont viré Terry Crews, ils ont mis 50 Cent, il y a le frère de Galgo, le fils de Galgo qui est nul à chier, il y a que la petite Asiate blonde, là je sais plus, Tran quelque chose, qui s'en sort bien. Il y a le petit caméo de Tony Jaa qui fait plaisir, mais alors le reste au secours quoi. Même Jason Statham il arrive pas à tenir le film. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre, on lui donne un script pourri, des scènes d'action pourries. D'habitude dans ces films le script est pourri mais les scènes d'action elles défoncent. Là si tu lui enlèves son point fort, il reste plus grand chose. Donc voilà, Expendables 4 c'était nul à chier. Et puis voilà, c'est tout. On passe à la suite. Eh oui, il faut accélérer les gars. The Flash. Vous voyez? The Flash. Voilà. Donc The Flash, y a rien qui va non plus. C'est encore pire qu'avant, c'est encore pire qu'Expendables 4, parce que, on l'a dit déjà, 17 réécritures, 15 allers-retours, Keaton, Affleck, Christian Bale qui a dit non, heureusement, pour refaire revenir un Batman, mais putain, pour refaire revenir un Batman, on regarde Flash, on s'en bat les couilles de Batman. Tu nous mets de la CGI pourrie, mais tout le long du film, avec Andy Muschietti là qui nous sort une pilule, mais incroyable. Oui, en fait, les effets spéciaux, ils sont bizarres dans le film parce que on est du point de vue de Flash et comme il va tellement vite, la réalité se distord et donc du coup, c'est pour ça que les effets spéciaux, ils sont... Tiens, mon cul. Toute la scène où Batman, là, de Ben Affleck, il est sur sa Batmoto
Et où il est en CGI dégueulasse, son masque là. Hein? Il est pas là, Flash. Alors, on n'est pas du point de vue de Flash. Donc pourquoi les effets spéciaux, ils sont moches? Donc, arrêtez de trouver des excuses. Le scénario, il a été réécrit 17 fois. Du coup, les mecs qui étaient aux effets spéciaux, bah, ils devaient changer les scènes tout le temps. Donc, bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est-à-dire pas grand-chose. Et donc leur espèce de nexus temporel, là, bah, il est dégueulasse, parce que les mecs, ils ont pas eu le temps de bosser. Tous les caméos à la fin, là, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi tu vois Christopher Reeves, pourquoi tu vois... Et puis c'est trop pointu pour le clampin lambda. Quand tu vois Nicolas Cage à la fin qui lance des rayons contre une araignée géante, tu dis mais qui... Bon, moi je connais l'anecdote parce que je m'intéresse au cinéma. Je sais que c'est le Superman Lives de Burton qui a jamais eu lieu. Et que le producteur de l'époque, il avait une marotte sur les araignées géantes, donc il voulait absolument que Superman affronte une araignée géante. Le film ne s'est pas fait, il s'est retrouvé à bosser sur Wild Wild West après. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du film? Une araignée géante. Donc voilà. Ça, quand tu le sais, tu fais « Ah, mais c'est tout ?» Mais alors quand tu le sais pas, tu fais « C'est quoi ça ?» Ben voilà. Et tout le film, c'est ça. Tout le film, c'est ça. Donc c'est Nostalgieland. C'est insupportable. Le seul bon point du film, c'est Sacha Calle, alors je sais pas comment on dit, Sacha Calle, je sais pas, en Supergirl, qui a un putain de charisme et qui en impose à l'écran. C'est le seul point fort du film. C'est le seul bon point du film. Le reste, c'est nul. Bon, Ezra Miller, oui, il joue bien. Il joue bien les deux Barry Allen, mais alors le reste... Oh, c'est insupportable. Le coup de Batman, là... Mais va te branler sur la Batmobile, Andy, et laisse-nous tranquille, fais-nous un film sur Flash. Voilà, le retournement final, tu le vois encore une fois arriver à 3 km, tu vois que Flash il rentre dans son Nexus et il se fait pousser, il se fait prendre de vitesse par un mec violet, tu dis bon bah c'est un Flash méchant quoi, et puis voilà. Donc voilà, c'était nul, c'était moche, c'était long, ça n'a aucun intérêt, donc voilà, je vous renvoie à ma critique si jamais il y a besoin, et voilà, on passe au suivant. Numéro 4, il me semble, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. C'était nul. Les effets spéciaux sont un peu mieux que The Flash, on est d'accord. Mais au moins The Flash, il y a deux trois trucs qui m'ont fait rigoler. Et comme c'est un peu pointu dans les références, genre Eric Stoltz pour Back to the Future et tout ça, moi ça m'a parlé. Alors là c'est nul à chier. Les règles du film, on s'en bat les couilles. Les règles qui ont été intégrées au MCU depuis quelques films, on se torche le cul avec. Le méchant, nul, Jonathan Majors qui surjoue, mais qui fait un Kang chouinard, qui se fait défoncer par 3 fourmis, et par le pire super-héros de toute la bande des Avengers. Qu'est-ce que tu veux nous introduire une menace à la Thanos pour les prochains films? Il pue la merde, ce méchant. J'ai pas envie de le voir, je sens pas la menace. Donc, bah du coup, c'est plus la menace, parce que du coup, bah, l'acteur il s'est fait virer, et puis comme en ce moment, on ne s'est pas recasté, bah du coup, le personnage de Kang a disparu. Apparemment, dans Loki, ils ont trouvé une pirouette pour dire « Oui, bon, on s'en occupera, vous inquiétez pas, off-screen, tu vois ». Et apparemment, le prochain gros méchant, ça va être Doctor Doom des 4 Fantastiques. Nul. Mais il est nul ce méchant, enfin ça n'intéresse personne Doctor Doom, il a pas d'aura ni rien. Bon Krang il en avait pas non plus, tu me diras. Mais apparemment pour ceux qui lisent les comics, c'est quand même un mec super important. Ah, voilà, hein, on s'en fout en fait, donc ça n'apporte rien. Ça amène même plus d'emmerde que tout le reste dans le MCU, ce qui était déjà très chancelant, voire pas déjà par terre, ivre-mort, dans le caniveau. Mais alors là, c'est encore pire. Et là, il y a un chien qui est passé qui lui a chié dessus pendant qu'il était en train d'agoniser sur un trottoir, dans son vomi. Là, c'est catastrophique. Hein. Peut-être que She-Hulk va sauver la situation. C'était une blague, pardon. Heureusement, la saison 2 a été annulée. Voilà, petite victoire personnelle, on en reparle plus tard, peut-être. Donc, ouais, non, Ant-Man, nul à chier. Donc, perso nul, réplique nulle. Oui, il y a des gens dans le monde quantique qui sont plus petits que les atomes d'oxygène, donc qu'est-ce que tu respires? On s'en fout. Je peux faire ci, ah bah non, je peux pas faire ça, mais je peux le faire parce qu'en fait, non, je peux pas.
Vas-y, non mais je vous renvoie à la critique, elle est beaucoup plus complète que voilà. Ça c'était vraiment pour dire que c'était nul à chier, voilà. Et donc là on attaque le top 3. Donc là on est au-delà du nul, hein. On est vraiment dans le dans le tout pourri. Merde, je vous ai pas montré en fait, à chaque fois j'ai classé avec les places de ciné quoi. Alors, voilà, donc là on était sur Ant-Man and the Wasp, hein, on est d'accord, voilà. Et donc le prochain, ah bah c'est parti. Les Chevaliers Zodiac, vas-y baisse les yeux, t'as raison, tu devrais avoir honte d'avoir joué là-dedans. Makamiu, hein, c'est à toi que je parle. Bon, tu t'es rattrapé avec, t'as fait un bon Zoro dans One Piece, mais ça c'est impardonnable, attention. Donc les Chevaliers Zodiac, top 3. Là encore jusqu'au top 4 dans Quantumania, les effets spéciaux étaient sympas. Là, il n'y a plus rien qui va. À partir de maintenant, il n'y a plus rien qui va. C'est moche, c'est inintéressant, c'est pas fidèle. Dans la réadaptation, ça n'apporte strictement rien. Il n'y a aucune iconisation qui fonctionne. Tu comprends pas ce qu'est le cosmos, ce que sont les chevaliers. En fait, tu comprends. Rien n'est expliqué. On part du principe que tu as lu le manga. Donc démerde-toi. Encore une fois, le clampin moyen, il va voir ça, il bitera rien. Comment le monde y marche, qu'est-ce que le cosmos, même ce que sont les chevaliers. Pendant 1h40, on ne te définit jamais ce qu'est un chevalier. On te dit, ouais, tu dois protéger Athéna. D'accord. Pourquoi, pour qui, pour quand ? On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait plus. Voilà, donc il n'y a rien qui va, tu comprends pas comment le lore il fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans la diégèse du film, rien n'est expliqué. Sean Bean meurt, bon bah oui ok c'est rigolo mais on s'y attend un peu du coup. Vu qu'il meurt dans tous ses films quasiment. Sean Bean, c'est un peu le le Michael Ironside des années 90. Tu le vois dans un film, tu te dis, lui il va perdre un bras. Parce que dans Total Recall, il perd les 2 bras. Dans Starship Troopers, il perd ses jambes et il perd un bras. Je sais plus, dans The Machinist, il perd une main. Voilà, c'est un peu le Michael Ironside des années 2000, ce mec. Voilà. Donc, nul. Et puis Makamiu, là, Makamiu, qui est le fils de Sonny Shiba, d'ailleurs. Ça explique pourquoi il est là. Parce que... Bon, dans One Piece, il fait un bon Zoro, mais Zoro est inexpressif. Donc quand il s'agit de faire du Seiya et d'être un peu plus... d'exprimer un peu plus de choses, ça devient compliqué. Donc bah écoute, ouais, il se bat bien, il est beau, ok d'accord, il a des beaux abdos, mais c'est de la merde, hein. Et puis les armures, les redesigns, on n'en parle pas parce qu'on va se fâcher. Donc voilà, j'ai ma tension qui monte, attention, on attaque le numéro 2, oula, ça grimpe, on va se calmer, on souffle, le cosmos est avec moi. Allez, numéro 2. Vous y attendez ou pas ? Ah, c'est pas le pire film de l'année. Parce qu'il y a encore un petit effort en termes de réal pendant la première demi-heure du film. Après, on oublie tout ça. Et ça part dans la propagande de merde. Donc, Barbie, on va pas revenir sur ça. Juste une petite anecdote. J'ai trouvé ça très très drôle que le film, alors il est nommé dans meilleur film, il a été nommé dans 8 catégories. Mais il n'a pas gagné le meilleur film, il n'a pas gagné le meilleur rôle féminin, il a gagné le meilleur rôle masculin. Donc c'est Ryan Gosling qui a chopé la statuette. Bon après il a fait un discours genre Margot Robbie et la réalisatrice, comment elle s'appelle, aurait mérité parce que c'est elles qui ont porté le projet à L2, machin, nanana. Oui, enfin il y a 300 personnes qui ont bossé sur le film. Oui, c'est l'idée de Greta Gerwig, voilà, c'est l'idée de Greta Gerwig, coproduit par Margot Robbie. Mais c'est pas leur projet, il y a des centaines de personnes qui ont bossé là-dessus, faut arrêter aussi un peu, il y a les costumes, il y a les décors,
Voilà, tout ça, il y a toute l'équipe technique, il y a les mecs qui ont fait les lumières, tout ça, pour avoir ces décors-là. Voilà, il y a eu du taf. C'est pas que les deux, quoi, faut arrêter. Donc bon... Et puis elles sont grandes, elles peuvent se défendre toutes seules. Et puis se défendre de quoi? Elles ont juste pas gagné, en fait, tu vois. Donc il n'y a pas besoin de les défendre. C'est pas encore une fois le patriarcat qui leur a volé leur statuette. C'est juste que le rôle de Margot Robbie, il mérite pas un Oscar, je suis désolé. Non. Greta Gerwig, sa réalisation, elle est sympa sur la première demi-heure. Après, elle oublie complètement de filmer de façon intéressante. Si tout le film avait été filmé comme la première demi-heure, là, à la limite, pourquoi pas. J'aurais dit, ouais, c'est peut-être un peu injuste qu'elle ait pas eu ça, mais au bout d'une demi-heure, dans le monde réel, il n'y a plus rien, quoi. Donc, bah non, c'est pas un truc de ouf. Et puis même, il y a plein de films qui raflent pas de statuettes, et c'est pas à cause du patriarcat, c'est juste que, voilà, c'est pas terrible. Bref, voilà, moi ça m'a fait rire que pour Barbie qui s'est... Alors oui, non mais il a dépassé le milliard, c'est un grand film. Non. C'est pas parce que ça a dépassé le milliard que c'est un grand film. Hein, Endgame, il a dépassé le milliard. Spider-Man No Way Home, il a dépassé le milliard. C'est de la merde. Donc c'est pas un argument dépasser le milliard, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir. Ça veut pas dire que le film est bien. Donc c'est n'importe quoi. Oui, on mérite une statuette parce qu'on a dépassé le milliard, mais jamais de la vie. D'où ça rentre dans l'équation? Mais jamais de la vie. Donc c'est des gens, ils comprennent pas comment le monde y fonctionne et ils se disent, bah nous on a une certaine idéologie, alors on nous doit des choses. Mais non, en fait non. Ton film, sans le côté il m'énerve. Voilà, je vais essayer d'être plus objectif. Il a de très bonnes qualités niveau décor et réalisation, mais au début, après, c'est dans le monde réel, c'est lambda. Et quand on revient à Barbieland, à la fin, on retrouve ce côté un peu décor de ouf, mais la réalisation, elle est plus là. Et puis je suis désolé, enfin bref. Voilà, c'est donc rôle de composition, non, parce que n'importe quelle actrice blonde et mignonne aurait pu jouer ça. Je suis désolé, elle joue 10 fois mieux dans Babylone. Et elle aurait mérité une statuette pour son rôle dans Babylone. Parce qu'elle a un spectre d'émotion dans Babylone qui est ouf. Même si son personnage, je l'ai pas aimé, elle joue 40 000 fois mieux que là-dedans. Donc non, c'est normal qu'elle ait pas gagné la meilleure actrice pour Barbie. Il faut arrêter cette parano, en fait, tu vois. Donc voilà, bref. Voilà, donc il y a des trucs que je comprends pas. Donc voilà, c'est tout pour Barbie. On va passer à la première place. La tour de Guillaume Niclot. Nivis. Pardon. À l'image de ce qui se passe autour... J'aime beaucoup cette tournure. À l'image de ce qui se passe autour de la tour dans le film, le vide. Le vide pendant 1h20. Des acteurs débutants, voire c'est leur deuxième rôle, et je suis désolé, ça se sent. Un message qui ne mène nulle part, une réalisation lambda, mais alors lambda de ouf, à part les 5 premières minutes, j'en ai déjà parlé, il se passe rien dans le film, et surtout, un message qui est tellement évident sur oui, si on se regroupe pas tous ensemble, et au lieu de se regrouper par couleur, ça va être la merde, oui, on le sait, mais bon, c'est bien de le rappeler aussi, mais enfin, 1h20 de développement pour ça. Bref, et surtout, j'en ai reparlé dans Vermine, cette scène où où les Blancs font un raid chez les Arabes et les balancent par la fenêtre, et suite à ça, il y a 6 mois de calme dans la tour. J'arrive pas cette scène, elle passe pas. Alors peut-être que c'est pas ce qu'il a voulu dire, mais c'est ce que tout le monde a compris dans la salle en tout cas. Il ne l'a peut-être pas dit, mais tout le monde l'a entendu. Si vous avez la ref. Ah si, écoutez, tout le monde l'a entendu. Ah ben il ne l'a peut-être pas dit, en tout cas tout le monde l'a entendu. Si, il l'a dit. Il ne l'a peut-être pas dit, mais tout le monde l'a entendu. Voilà, donc j'espère que c'est pas ce qu'il voulait dire dans son film.
parce que vu la fin, non, je pense que c'est clairement pas ça. C'est peut-être aussi pour dénoncer un racisme latent, mais c'est très maladroitement exécuté, on en a déjà parlé. Le gamin qui meurt avec la petite, la jeune actrice qui essaye de donner ce qu'elle peut pour faire passer de l'émotion alors qu'elle n'y arrive pas. Tout le monde a rigolé dans la salle. Bref, ça n'a aucun sens. Les ellipses temporelles, tu les comprends pas, tu sais pas ce que ça amène. Enfin, voilà, c'est caricatural à mort. C'est insupportable à l'oreille parce que wesh, ma gueule, au bout de 5 minutes, t'en peux plus. Et puis, comme les personnages sont tous des cons, c'est pas comme dans Vermine où ça te saoule 30 secondes et puis après, bon, tu te rends compte qu'ils sont appréciables donc ça passe. Là, c'est de la caricature à mort, ils savent pas jouer donc ils véhiculent mal les émotions donc tu les aimes pas. Donc c'est insupportable. Donc c'est nul, c'était le pire film de l'année, vraiment, il n'y a rien, il n'y a pas de réal, il n'y a pas de jeu d'acteur, il n'y a pas d'histoire, il y a un message bancal, il y a une scène choquante, parce que moi, quasiment un an après, ça me dérange toujours. Donc voilà, c'était de la merde. Celui-là, c'est de la merde, voilà. Les 1h20, elles m'ont paru 3 heures, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc voilà, et en plus tu te fous de notre gueule, Niclou, parce que tu nous promets un truc fantastique et au final c'est juste pour nous appâter, pour nous faire un film encore une fois social. On a déjà vu 10 000 fois mieux cette année. Il y a eu, juste avant, il y a eu Athéna, 1 ou 2 ans avant, il y avait Les Misérables, qui étaient traités avec respect, qui étaient très bien filmés, qui étaient très intéressants, même si j'aime pas l'ambiance, ça m'a tenu jusqu'au bout, et t'es attaché au personnage. Là, c'est de la merde. Voilà. On se calme. C'est bon, allez, on se calme. Et on va attaquer les top 10, parce que là, on a besoin de se relaxer. Voilà. Allez, à bientôt pour les top 10. Ciao.